Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Si vous ne sentez pas très bien dans ce système, c'est peut-être tout simplement que vous êtes sain, saine d'esprit. On rêve tous, je crois, plus ou moins quand même, de changer de vie. On se pose beaucoup de questions sur mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi je fais ci ? Pourquoi je fais ça ? C'est quoi mon job ? C'est quoi ma mission dans ma vie ? Et on se sent un peu déterminé parce que aussi cette société nous met en compétition. Elle est difficile, elle est dure et elle nous renvoie à des contradictions qui sont très difficiles aussi à gérer. Dans ce podcast, j'essaye de vous projeter un an en avant. J'essaye de vous expliquer aussi pourquoi vous devriez désirer le futur. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pedro Correa, que j'avais déjà reçu. Pedro, c'est un ingénieur qui, un jour, plus ou moins un jour, a décidé de devenir photographe, a décidé de changer complètement de vie. Et il est également auteur. Dans Matin clair, son premier ouvrage, il explique déjà son changement de vie. Mais dans son nouvel ouvrage, qui s'appelle Le Cercle des héros anonymes, qui est juste là, si vous regardez la vidéo, en fait, c'est un roman dans lequel il va montrer comment on peut changer de vie, comment en fait ça peut avoir un impact extrêmement important sur la société. Et c'est un ouvrage que je vous recommande vivement de lire parce qu'il est extrêmement dynamisant. En tout cas, j'espère que l'épisode va l'être pour vous aussi. Je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Pedro. Salut Greg. Comment tu vas ? Très bien, très Tu nous as content fait d'être là. Bah moi aussi, ça fait longtemps plus qu'on ne s'est pas vu. Ouais, quelques années. Quelques années, ouais, parce qu'on avait fait un projet avec Maï. Ouais. Je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Et non ? j'étais passé avant ça ici, chez Vlan, Ouais, à la sortie du premier livre. exactement. Matin clair. Matin clair. Matin clair qui était ton histoire de changement de vie, Oui. qui est déjà quelque chose, je pense, qui est, on va pas refaire tout le bouquin, mais qui est intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se trouvent pas de sens, Ouais. mais qui se disent, pour des raisons économiques, sociales, je peux pas changer de métier. Et toi, tu as complètement changé de métier, tu es passé de ingénieur à photographe à l'époque. Ouais. Et c'est des questions suite au livre et suite aux conférences que j'ai pu faire qui revenaient très souvent. Mais comment tu fais pour changer de métier, de vie radicalement, etc. Ouais, on va pas faire le bouquin, mais en deux mots, il faudra d'autant plus de patience que tu as peu de moyens. Moi, ma théorie, c'est que tout le monde peut le faire, tout le monde peut changer de vie, mais la vie est faite fait en sorte qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Les moyens ne sont pas proportionnels ou ne sont pas corrélés à la facilité de changer, sinon tous les riches seraient heureux, par définition, ce qui n'est pas le cas. Et donc les moyens, vraiment, ça peut être des moyens financiers, mais des moyens aussi de connaissance de soi, d'envie, de pugnacité, de persévérance, de patience. Ça m'intéresse néanmoins, tu vois, sans refaire tout le livre, parce que c'est vrai que c'est quand même lié au deuxième, donc Ouais. tu vois. Enfin, en tout cas, moi, parce qu'il y a quand même cette histoire dans le livre de quitter son emploi, donc j'aimerais bien y revenir. Comment tu le vis, parce que ça fait combien d'années maintenant que tu as changé ? Que j'ai quitté. Donc moi, j'ai fait un doctorat en Polytech, et puis je suis rentré dans une start-up, puis une multinationale, dont je tairai le nom pour ne pas mettre dans l'embarras mes anciens collègues de BNP Paribas. La blague que je fais à chaque fois. Et ça, j'ai quitté il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je suis devenu artiste photographe. Et puis, j'ai vécu de mon art plus ou moins jusqu'à maintenant, parce que je le mets en parallèle, même si je fais de moins en moins de photos. Mm-hmm. Parce qu'il y a 5 ans, donc, il y a eu ce discours que j'ai donné en Polytech, qui est devenu viral, qui a été vu 20 millions de fois aujourd'hui, et qui a donné un livre à l'Iconoclaste, Matin clair, et puis une série de conférences que je continue à faire aujourd'hui. Je suis maître de conférences à HEC sur ces thèmes... pas du changement de vie du coup à HEC, mais plutôt du changement de modèle, changement de modèle de management, pour aller d'un management à l'ancienne, post-industriel, vers un leadership plus humaniste. Comment tu vis parce que moi j'ai changé de vie aussi, tu vois, j'ai arrêté de faire du marketing. Ouais.
Comment tu vis ce renoncement? Parce qu'en fait, tu vois, souvent les gens te disent « Ah, c'est super !» C'est super. C'est super. Mais en fait, il y a une réalité économique, tu en as parlé un tout petit peu. Il y a une réalité sociale aussi. Il y a plein de réalités qui font que ce renoncement, il n'est pas si simple, finalement. Non, il n'est pas si simple. Parce qu'on a souvent, et c'est bien que tu poses cette question-là, parce qu'on ne me la pose pas toujours. Tu vois, on va plutôt dans l'angle, waouh, success story, le gars, il change et ça se passe bien, etc. Mais ici, avec le recul, je me rends compte vraiment que j'ai troqué une joie que je n'avais pas et que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai contre de la sérénité. J'ai beaucoup moins de sérénité aujourd'hui parce que je suis freelance, parce que je parle de thèmes qui pour moi sont porteurs d'avenir, mais qui, dans le contexte actuel, ne sont pas encore majoritaires. L'humanisme, le changement de société vers une société plus de concorde, de justice sociale, vraiment de respect au sens large des humains et du vivant. Et donc j'ai gagné vraiment en joie et en plénitude et en quête ce qu'on fait de sens, quand on fait une quête de sens, c'est de trouver cet impact positif, cette place que l'on sent être la place juste pour chacun, pour nous, dans la vie. Mais en échange, je suis beaucoup plus sensible aux injustices, je suis beaucoup plus... j'ai pas de récurrence ou d'irrégularité, que ce soit dans parce que je fais des conférences, donc je vis de ça, mais bon... c'est aléatoire. C'est aléatoire, parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a moins. Plus le fait de travailler, d'être tout le temps dans une thématique qui est d'analyse sociétale, de changement, de cette transition qui pour moi est en cours, transition d'un monde post-industriel basé sur des valeurs matérielles vers un monde plus humaniste. Si aujourd'hui on voit ces vagues de mal-être existentiel, c'est à mes yeux des symptômes d'une société qui est en manque d'immatériel, de nouvelles valeurs humanistes que l'on appelle de nos voeux, mais qui n'est pas encore là. Il y a vraiment un décalage entre ce que l'on voudrait avoir et ce qui est là comme modèle. Et donc, étant baigné en permanence là-dedans, étant moi-même... ayant ouvert les écluses de la sensibilité, parce qu'il y a énorme... Enfin, moi, je suis insensible, mais je me protégeais avant. J'étais ingénieur, aîné, homme, et donc je sais que je me protégeais, je faisais le fort, etc. À partir du moment où on se connecte à soi, on se connecte à ses émotions, même en tant qu'homme, et qu'on décide d'être pleinement ce que l'on est, dans mon cas, être pleinement intuitif, sensible, en lien aux autres, etc., on perd en sérénité, c'est sûr. Et du coup, est-ce que ton rapport à l'argent a changé? Je te pose ces questions, pardon, oui. Je sais que c'est pas ton nouveau bouquin, mais néanmoins, je pense que ça va vachement intéresser les gens qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question et qui osent pas passer le pas, parce que c'est vrai que c'est un pas qui est difficile, on va pas raconter n'importe quoi, l'idée c'est pas de se dire, mais vas-y, change de vie, deviens ébéniste, ça va bien se passer. Ouais. C'est pas vrai. D'abord, il y a souvent des années de transition. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a eu des années de transition. Il n'y a pas eu. On me demande souvent qu'est-ce qui a généré le déclic. En fait, il n'y a pas eu de déclic. C'est-à-dire que c'est un glissement. C'est un glissement lent. Et puis, en fait, il y a une transition économique. Et puis, tu vois, moi, j'étais déjà indépendant quand j'ai fait ça. Mais et est-ce que ton rapport à l'argent, il a bougé en changeant de vie? Bien sûr. Ouais, beaucoup. Je pense qu'on peut pas. On ne peut pas changer de cette mentalité-là, d'aller vers ce qui nous appelle vraiment sans changer son rapport à l'argent. Car, en tout cas dans mon cas, et je pense que c'est vraiment le cas pour la plupart des gens qui disent « je ne peux pas changer parce que je n'ai pas les moyens », ils sont dans un modèle qui est celui d'une accumulation pour faire face à des imprévus de la vie. Potentiel. J'écrivais dans mon premier livre, dans Matin clair, cette journée d'épiphanie où je parlais à mon ex-femme, ma femme de l'époque,
Et je lui disais, j'ai remarqué que l'on a doublé notre rapport. Tu vois, on avait une espèce de tirelire de compte commun où on mettait pour les imprévus pour plus tard. Et on mettait chaque mois. Et on était jeunes à l'époque. On avait commencé avec 50 € par mois qu'on mettait de côté. Puis 100. Et puis 2 ans plus tard, c'était 200. Et puis on gagnait bien notre vie. Donc on a doublé. Et je dis, mais t'as remarqué qu'on double le nombre, enfin l'argent que l'on met de côté chaque année, et jusqu'où on va aller. Enfin, et elle m'avait dit, oui, mais bon, imagine, on venait d'avoir un enfant, imagine qu'il arrive quelque chose à notre fils, etc. Et là, je me rappelle lui avoir répondu, mais quelle quantité d'argent va te rassurer par rapport au fait qu'il n'arrive rien à notre fils ? Enfin, l'argent va rien faire contre ça. Qu'il se fasse écraser par un bus, demain, t'auras beau avoir 2 millions, ça va rien changer. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, cet argent-là, c'était une espèce de talisman de gris-gris, tu vois, que l'on mettait de côté pour se dire on est protégé. En fait, on n'est pas du tout protégé. Et donc ça, d'une part, j'ai arrêté de faire ça. Je n'ai pas besoin... Enfin, j'ai augmenté peut-être ma foi dans peut-être une forme de foi, peut-être une forme d'acceptation de ce qui va arriver, argent ou pas argent. On devra y faire face. Et peut-être avec la chance que l'on a en Europe d'avoir certains filets de sécurité. Et d'autre part, le fait d'avoir moins peur de l'avenir, le fait d'avoir moins besoin d'égayer. Tu vois, je te parlais de cette joie que j'ai gagnée, que je n'avais pas avant. Eh bien, je trouve que l'argent avant m'achetait une forme de joie. Cet argent-là, cette partie de notre budget servait à enjoliver un quotidien, tu vois, je me rappelle, on changeait d'intérieur tous les X mois, on changeait, on allait chez le coiffeur, on se faisait des spas, des machins pour se détendre parce qu'on était hyper... compenser parce que tu méritais bien. Parce que tu mérites bien et parce que tu étais hyper stressé, parce que... Et donc, il y a toute une série je me suis rendu compte qu'il y a toute une série de dépenses, en fait, que j'avais plus besoin de faire à partir du moment où j'étais pas malheureux dans mon travail. Je n'avais plus à compenser par des achats compulsifs ou des soins, un quotidien qui me satisfaisait pleinement par lui-même. Donc, le fait de faire ce que je faisais, de faire ce que j'avais envie de faire, d'être avec les gens que j'ai envie de voir, me faisait l'économie de dépenser plein de trucs qui étaient là juste pour compenser. C'est dans Fight Club qui disait tous ces gens qui achètent avec un argent qu'ils n'ont pas pour acheter des produits dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qui de toute façon ne les aiment pas du tout. Ne les regardent pas, en tout cas, ne les considèrent pas. Là, c'est fou parce que c'est exactement ça. En fait, il y a je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a un impact économique à travailler. Et disons, l'idée, c'est pas de se dire il faut plus rien faire, etc. Et toi, d'ailleurs, tu as écrit un nouveau livre, tu fais des conférences, tu écris pour un journal en Belgique, donc tu fais plein de choses. Il y a sans doute d'autres choses que j'ignore de la photo. Donc c'est pas l'idée, c'est de pas rien faire, évidemment pas. Mais en tout cas, c'est vrai que d'avoir un job où tu es très pris, ça veut dire que tu vas aller plus au resto, ça veut dire que tu dois acheter des habits, ça veut dire que, bien sûr, tu vas payer des gens pour s'occuper de tes enfants au lieu de t'en occuper toi-même, ce qui va en retour en plus te donner de la culpabilité. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette expression que moi j'utilise beaucoup entre bien vivre et bien-être? C'est-à-dire que bien vivre, c'est l'accumulation d'argent, de notoriété, de ce que tu veux, et le bien-être qui est tout le reste. Et moi, j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, que j'ai amélioré mon bien-vivre jusqu'à un certain point. Et je sais que si, par exemple, j'étais resté à Paris, j'aurais plus de célébrités sur mon podcast, je connaîtrais plus de monde, je ferais plus de conférences, je gagnerais plus d'argent, mais ça serait au prix de mon bien-être. Et je me suis dit, en fait, il y a un moment donné, ça doit s'arrêter, ce truc, c'est pas nécessaire. Et je préfère favoriser mon bien-être et vivre dans un endroit où je suis moins stressé. Ouais, ça résume assez bien ce qu'on vient de dire. C'est le fait, parce que donc pour changer de vie, oui, prenez compte de l'argent. Enfin, faites moi, j'ai vraiment 2 pans, j'ai 2 cerveaux, gauche-droit, et je savais que lorsque je voulais me lancer comme artiste photographe, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois, je disais, ouais, je vais quitter la banque, j'étais cadre sup, bac plus 8, 10.
Et on me disait, mais quel courage, vraiment, se lancer en tant qu'artiste aujourd'hui, ça doit pas être facile. Et à chaque fois, je répondais, mais vous pensez que c'est facile pour un artiste d'être banquier? C'est ça la réelle difficulté. Moi, je trouvais ça beaucoup plus dur d'aller tous les jours à la banque en tant qu'ingénieur, alors qu'en fait, je voulais faire de la photo et écrire. Ça, je trouve ça très difficile. Et donc, j'ai fait un business plan très terre à terre. Voilà, combien d'argent il me faudra, à combien je dois vendre mes photos, etc. Des trucs vraiment b.a.-ba parce que souvent on entend pas dans ce podcast-ci justement, mais dans d'autres. Voilà, la loi d'attraction. Tu penses à ton projet, tu prends à l'argent et d'accord, pourquoi pas, oui, il faut alimenter une forme de flamme, d'engagement, d'alignement avec soi-même, etc. Et puis, il faut quand même faire un business plan. Quoi. C'est ça. Après, il y a la réalité. Ne pas oublier combien d'argent tu vas avoir besoin, mais sans surestimer cet argent. Ce qu'on disait tout à l'heure, à mon avis, on a besoin de beaucoup moins d'argent que ce qu'on pense. Lorsque l'on va dans cette forme de frugalité qui est en fait alimentée par autre chose que le matériel, on rentre dans ce que j'appelle les besoins fondamentaux immatériels qui vont nous nourrir. Et oui, on a des besoins fondamentaux matériels, et on aura besoin d'être nourri, logé et vêtu. Mais à partir du moment où ça, c'est couvert. C'est couvert, le reste, tu retireras énormément d'énergie à des postes qui n'étaient pas là dans ta vie avant. Et pour rassurer les gens, tu vis pas dans une cage à lapins non plus. Hein. Non, enfin, non, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont se dire, bah oui, il est mignon avec sa frugalité, mais en fait... Non, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, on a une maison avec un jardin à Bruxelles. Ouais. Oui, voilà. Donc, c'est pas le bagne. Non, c'est juste on va pas au resto, on va cuisiner tous les jours et on aime ça. On est en meilleure santé parce qu'on va cuisiner nous-mêmes des produits qui sont pas transformés. On continue à aller au cinéma et au concert, etc. Parce que c'est notre budget, justement, nos besoins que l'on a, que c'est notre priorité de la culture, etc. Mais on n'aura pas de trucs superflus. Chaque objet acheté, c'est un objet qui pouvait pas être réparé, qu'on a absolument besoin, qui est beau, qui est durable, qui est fabriqué en Europe. Donc, il y a tellement de critères que finalement... on n'achète que l'essentiel. On va parler des héros. Ouais. Qui est le sujet de ton nouveau livre, mais qui est un roman cette fois-ci. Ouais. Donc c'est très différent du premier. Pourquoi tu as choisi d'aller dans la fiction avant de rentrer même sur le sujet en tant que tel? Parce que il y a ce fil rouge de changement sociétal. Lorsque j'ai fait ce discours, j'ai vraiment eu un nombre incalculable de commentaires qui m'ont dit que ça leur avait changé la vie, soit le discours, soit le premier livre. Voilà, j'étais le premier surpris, mais c'était pas calculé. Mais voilà, c'est ce jour-là, je me suis rendu compte que les mots ont un pouvoir que j'ignorais. Enfin, on l'entend, oui, le pouvoir des mots, etc. Mais de là à le vivre, à dire une phrase et que les gens te disent, en fait, ça a changé ma vie, il y a un gars, je me rappelle, qui m'a dit le lendemain de ton discours, j'étais parlé avec mon père, je lui avais plus parlé depuis 10 ans. Wow. Ou j'ai changé d'études, ou il y a plein de personnes qui m'ont dit, grâce à ce discours, ce livre, moi j'ai enfin eu le courage de changer. C'était pas le but, et je le dis dans le discours, m'en voulez pas si vos enfants changent de... C'est pas le but. Ici, je veux juste mettre en garde ou expliquer mon vécu. Et... j'ai oublié la question. La question, c'était pourquoi un roman? Pour la fiction. Donc, je me suis rendu compte du pouvoir des mots. Et je me suis dit, le pouvoir des mots, lorsque c'est un essai, il a ses limites parce que je ne peux pas parler d'autre chose que ce que moi je connais. Bien sûr. Le premier, c'était mon vécu, mon témoignage, voire même des analyses au-delà de ça, mais autour de ça. Et la fiction, l'avantage, c'est de pouvoir aller aussi loin que je veux. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est prendre le curseur de cette personne, donc moi, en l'occurrence, si c'était un essai autobiographique qui veut changer le monde, entre guillemets, ou en tout cas avoir un impact, on va dire, un impact positif. Imaginez cette personne-là, mais où le curseur, il est au max. Il n'y a pas de limite. Ce gars-là, il peut investir sa vie entière pour cette cause-là. Et qu'est-ce que ça donnerait, du coup, comme
effet bénéfique et effet néfaste pour lui-même et pour les autres. Qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, en fait, en faisant ce postulat-là, ou cette théorie-là, ce point de départ, en fait, je suis tombé assez rapidement dans l'archétype des héros. Le héros, c'est ça, c'est un mec ou une femme d'ailleurs, chez qui le curseur il est au maximum dans l'impact qu'il peut avoir dans le monde. C'est les héros de la mythologie ou les super-héros plus récents. Ce sont des gens qui investissent leur vie entière pour changer de monde. Et je me rendais compte, je me suis dit, c'est un moment crucial, je trouve, pour reparler de ce genre d'archétype-là. Tu vois, les archétypes, les super-héros, ils sont nés aux États-Unis pendant la guerre froide, où il y avait des grands méchants qui étaient les Russes, un peu avant les nazis. Donc oui, parce que à la base des super-héros, c'est quand même... En fait, les gens ne le savent pas, mais généralement, les gens ne le savent pas, mais c'est très lié aux Juifs, en réalité. C'est-à-dire que les super-héros sont des défenseurs, que ce soit Superman, tous ces super-héros, ils sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Donc, en fait, ça a commencé avec Captain America. C'est ça, c'est très lié au judaïsme, en réalité. Était et la propagande pro-militaire américaine pour faire peur aux nazis, puis faire peur aux Russes. Donc, si vous aimez les Marvel... Voilà. Et c'est important de le savoir, je pense. Oui. Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, on vit une situation qui est semblable, en tout cas en termes de peur, de crainte, de pression. On a des montées d'extrême droite. On pensait que les nazis, c'était fini, en fait, malheureusement pas. On a les Russes, et cette pression-là qui est toujours là aussi. Et on a en plus ce qu'ils n'avaient pas à l'époque, qui est le changement climatique et cette épée de Damoclès, on ne sait pas quand elle va nous tomber dessus. Donc je me dis, c'est quand même... si à l'époque, dans une conjoncture aussi tendue, ils étaient venus avec ces super-héros qui allaient nous sauver, un peu comme une forme de catharsis, de héros Deus Ex Machina qui viennent pour nous sauver, je me dis peut-être que c'est le bon moment de créer un nouveau type de héros qui vont nous sauver de cette situation que l'on a. Sauf que ces héros, nous sommes les héros que nous attendons. Ça, c'était la prémisse du roman, c'est de se dire, ok, on attend des héros pour nous sortir de ce pétrin, mais en fait, c'est nous-mêmes. Et quel est le prix à payer? Quel serait le prix à payer si on décide nous-mêmes d'être ces super-héros-là? Et donc, j'ai imaginé ce cercle clandestin de personnages qui vont mettre leur vie au service de décapiter les multinationales toxiques. Est-ce que tu penses... Parce qu'en fait, il y a une question, lancinante derrière ça, c'est que l'impact se fait au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on est dans un système toxique, moi j'appellerais ça un système toxique, c'est-à-dire qu'en fait... où on nous met la pression en permanence, on court en permanence pour nourrir une machine qui elle-même nous rend encore plus esclaves d'elle-même. Donc du coup, c'est très, très pervers. Et souvent, on se trouve un peu impuissant devant cette machine qui est monumentale. Toi, tu fais le pari de se dire, tout ça, ça peut se jouer au niveau individuel? En tout cas, c'est le pari dans le livre, mais... Oui et non. Donc, pour faire court, non, je ne pense pas du tout que ça se joue au niveau individuel. Mais sans trop spoiler, disons que dans le livre, c'est le postulat de départ, c'est celui-là. C'est le fait on suit un personnage, David, qui prend sur ses épaules le poids de ses super-héros. On voit d'ailleurs les Marvel récents, ils sont tous hyper dark, parce qu'ils sont hyper malheureux, en fait. Ils sont seuls à faire un truc énorme, donc forcément, ils sont malheureux. Et c'est un peu ça le postulat du livre, c'est seul, on va pas pouvoir le faire, on va être juste super malheureux. Et donc déjà, de un, il y a ce cercle clandestin, donc ils sont à plusieurs. Mais au fur et à mesure du livre, on se rend compte qu'en fait, ils vont pas pouvoir s'en sortir du tout si ils élargissent pas ça. Et donc, ce cercle, en fait, s'élargit. Il y a de plus en plus de gens autour d'eux et grâce auxquels ils vont pouvoir s'en sortir. Tout ça pour dire que non, je pense pas du tout qu'on va pouvoir s'en sortir seul. Et c'est un peu le postulat du développement personnel de base, ou du développement personnel accaparé ou manipulé par le néolibéralisme, c'est de dire travaillez sur vous et le monde va changer. C'est un peu le postulat qui a été racheté ou vendu en tout cas de Gandhi.
changez-vous vous-même et vous changerez le monde. Je pense que ça, c'est plus possible aujourd'hui. On se rend compte que les élites qui nous gouvernent sont tellement déconnectées de nous que tu vas pouvoir changer toi, ton voisin, ton quartier, ta ville. Et on voit bien, l'élite, elle sera toujours au-dessus en train de se dire qu'est-ce qu'ils font là. Donc pour moi, il faut aller un pas plus loin et c'est là que j'essaie vraiment de tendre des ponts entre eux. Mon premier livre qui était beaucoup sur l'introspection, parce que c'est ça qui, moi, m'avait porté au changement, c'est de me dire, OK, je vais m'aligner avec mes valeurs, qu'est-ce que je vais avoir comme impact dans la vie, etc. Donc, il y a vraiment, clairement, un pan d'introspection et de... appelons-le comme on veut, mais oui, peut-être développement personnel, connaissance de soi, etc. Mais on ne peut pas s'arrêter là si on veut avoir un véritable impact autour de nous. On ne pourra pas s'arrêter sur soi. Ça, vraiment, on va tourner en rond, on va se changer soi et peut-être les autres autour de nous. Mais je trouve qu'il y a vraiment un pont à faire vers les militants, vers des gens que j'admire et qui aujourd'hui sont en train de faire de vraies différences. Sans parler de développement personnel. Tu vois, des Camille Etienne, des Cyril Dion, des Salomé Saké, des Greta, j'en passe. Toutes ces personnes-là, elles sont en train de vraiment de faire changer les choses sans parler une seule fois d'introspection, d'alignement, etc. Je pense qu'elles le font. Mais, oui. Je pense que Cyril Dion, avec Paloma Maurice, ils en parlent un petit peu. Oui, donc pour moi, il faut les deux. Vraiment, pour moi, je pense qu'on va vers quelque chose qui doit être de moins en moins clivant. J'aime beaucoup le livre de Camille Test sur le fait de repolitiser le bien-être. Oui. Et ça va dans les deux sens. Je pense que les gens du développement personnel doivent commencer à sortir une fois que voilà, ils ont fait leur boulot et c'est très bien de se connaître soi-même, etc. Commencer à aller vers l'autre, vers le voisin, vers les manifs, vers le gouvernement, vers voir comment est-ce que ce gouvernement, on peut l'influencer, aller voter. Je connais énormément de gens du développement personnel qui ne vont pas voter parce que ils se disent que... il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Oui, c'est ça. D'une part, et que d'autre part, c'est peut-être un peu trop terrien, c'est un peu trop administratif. Donc, pour moi, il y a ce côté-là à faire, ce pas à faire vers la politique dans le sens noble du terme, et les militants, en sens inverse, aussi avoir une joie. Camille Test en parle. On a enlevé la joie du militantisme. Et du coup, c'est l'extrême droite qui s'en est accaparée. La joie, la patrie, les valeurs nobles comme ça, on leur a laissé, alors qu'en fait, on peut parler d'amour, de lien, de communauté, de termes qui sont très joyeux, de faire la fête en faisant... en luttant et en faisant une pression sur ces rapports de force. Je trouve qu'il y a vraiment des ponts à faire et d'avoir une zone qui soit plus étendue sur la façon que l'on peut avoir d'avoir un impact sur le monde. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu le sais sans doute pas, parce que moi-même je l'ai appris hier, donc je vais pas. Mais en fait, à Paris, il y a un cercle des capitalistes anonymes où les gens viennent. Donc c'est pas le cercle des héros anonymes, mais un cercle des capitalistes anonymes pour venir et dire son rapport au capitalisme. Qu'est-ce qu'ils font comme effort Et ça peut être le moindre effort. Ça peut être, comme me disait la personne qui m'en a parlé, elle se sentait hyper mal parce que, tu vois, comme tout le monde, en fait, on est pétri de contradictions. Et en fait, ça l'a beaucoup débloqué parce qu'il y a une personne qui a dit, moi, j'ai décidé de trier mes déchets. Donc c'est un tout petit geste, tu vois, tu pourrais te dire, mais en même temps, elle s'est pas du tout fait bullied par le groupe. Et c'était là, c'est super. Enfin, tu vois, en fait, il faut commencer quelque part. Et justement, tu vois, quand on parle des personnes engagées, moi, je trouve que c'est mon avis, et donc peut-être que tu le partages pas, mais ce que je vois, c'est beaucoup une course au puritanisme militant, c'est-à-dire est-ce que tu es vraiment engagé, quelles que soient les causes, d'ailleurs, ça peut être le féminisme, l'écologie ou ce que tu veux, ou le capitalisme, est-ce que tu es vraiment engagé puisque, tu vois... Puisque t'es écolo, mais t'as un GSM, voilà, etc. Est-ce que moi, par exemple, qui vis à Lisbonne, où je prends l'avion quand même de manière régulière, est-ce que... Enfin, et je me considère pas vraiment comme un militant écolo non plus, d'ailleurs, j'ai jamais prétendu l'être, mais quelqu'un d'engagé sans doute, tu vois, j'essaie de traiter le sujet, j'essaie de le couvrir, etc. Mais j'ai des tonnes de contradictions. La plus grosse étant de vivre à Lisbonne. Et en même temps, est-ce que ça fait de moi un traître à la cause, ou est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est pas du tout aligné, etc. Je sais pas, peut-être, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme ça de la bataille entre gens qui sont engagés, et ça, je pense que ça fatigue beaucoup. En tout cas, ça fait perdre de l'énergie au mouvement, j'ai l'impression.
Ouais, moi je trouve que c'est beaucoup moins comme ça. Ok. Il y a pu avoir au début de l'écologie surtout, tu vois, des mouvements écologiques au tout début où forcément lorsqu'on parle de empreinte carbone, etc., ben, on va essayer de minimiser la sienne et donc on va juger celui qui la minimise un peu moins, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Ils en parlent beaucoup, je trouve. Salomé Saké en avait parlé, Camille Etienne aussi, je crois, sur sur ce paradoxe, enfin, ou ce contre-argument qu'on leur jetait à la figure. Oui, tu es écolo, mais tu as un GSM. Comme si ça invalidait tous les efforts, le fait d'avoir oui, mais forcément on habite, on est sur Terre, oui, j'ai des habits, forcément je dois manger. C'est compliqué de pas avoir un téléphone portable. Donc prendre moi j'aime bien prendre le pan de dire, de faire son maximum. Voilà, moi je fais mon maximum. Et c'est pas un maximum que je fais tout seul chez moi, mais aussi essayer d'aller voir en groupe qu'est-ce qu'on peut faire au maximum aussi. Je trouve qu'on aura beaucoup plus d'impact, et donc c'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant d'aller aux manifestations par exemple. C'est pas un investissement en temps énorme, et je trouve que le fait de compter nos forces, compter nos nombres, savoir combien on est, c'est vraiment c'est crucial dans les luttes, et on ne s'en rend pas compte à quel point les politiques prennent ça en compte. C'est vrai, le nombre de personnes qui sont capables, qui sont prêtes à se mobiliser pour une cause. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre au niveau des politiciens qui, eux, comptent leur voix. Hein. C'est comme s'ils voyaient de l'argent comptant. Enfin, c'est leur nerf de la guerre qui parade. Ouais. Mais dans le livre, donc il y a un banquier, si je veux pas trop spoiler non plus, mais qui lui quitte son job pour faire changer les choses. Ouais. Donc il y a quelque chose qui est très lié avec ton histoire évidemment, mais il essaie aussi de descendre dans ce que tu disais à une multinationale de l'intérieur. Une question que je me posais, en dehors du roman bien sûr, c'est est-ce que tu penses qu'on peut être ou plutôt, est-ce que la meilleure position pour faire changer le système, c'est en étant à l'extérieur ou à l'intérieur du système? Parce qu'il y a cette question, tu vois, est-ce que si je suis boss chez Total, est-ce que pareil, je suis un traître à la cause, ou est-ce que justement, je peux essayer de faire bouger les choses de l'intérieur, sachant que faire bouger un paquebot comme Total, c'est compliqué, mais tu vois ce que je veux dire? Là, tu as donné une clé de la réponse, je pense. Ça dépend vraiment de la taille du truc. J'ai fait des conférences devant une association de directeurs d'école, par exemple, en Belgique. Et là, c'est très. Enfin, ils me partageaient le fait les difficultés qu'ils avaient de changer la moindre virgule, vu que ça vient d'un programme scolaire étatique, tu vois, public, voté, etc. Donc ça va être très compliqué. Moi, le conseil que je leur donnais, c'est de trouver toujours les marges de manœuvre qu'ils ont, tu vois. À l'école de mon fils, par exemple, c'est aussi une école publique. Et pendant le cours de philo, ils font de la méditation. Tu vois, c'est d'être un peu filou, un peu jouer avec les marges. Ils vont pas appeler ça de la méditation, ils vont appeler ça cours de philo, cours d'éthique, ou je sais pas quoi, ou même de religion. Et puis, ils vont utiliser ça pour faire de la méditation ou des cours d'empathie. Donc, je trouve qu'il y a toujours moyen d'être un peu filou, de jouer ce que j'appelle l'aïkido. C'est vraiment trouver l'effort du système pour notre cause, d'une part. Et aussi, la taille du truc, tu vois, les entrepreneurs, les petites PME, ça va toujours être beaucoup plus facile à influencer. Si tu as un leader éclairé, ce serait beaucoup plus simple. Moi, la multinationale dans laquelle j'ai travaillé, je suis parti en disant évidemment, aucune chance que je fasse changer. Même si je faisais changer la partie de mon département qui fait partie d'un département de local, régional, machin, le truc est tellement énorme que ça va se diluer. Donc, je dis toujours, essayez d'aller le plus loin possible, comme je disais. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, parce qu'il y a des écoles, je reprends l'exemple de l'école, où il y a des écoles où ce sera possible, où le directeur n'est pas trop rigide, ou pas trop regardant, et un peu de flexibilité.
aller jusqu'où vous pouvez aller sans vous brûler vous-même, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des gens, et on le voit beaucoup dans la militance, il y a beaucoup de militants aujourd'hui qui sont malades, qui sont en burn-out. Oui, bien sûr, le burn-out militant est une réalité. Il y a un livre qui doit être là sur le burn-out militant dans la bibliothèque. Donc c'est bien connu. Oui, faites le maximum que vous pouvez, mais la variable de votre, comme disait Camille Tess, de votre joie, de votre hygiène de vie, de votre santé mentale dont on parle jamais dans le milieu militant, on est d'accord? Le livre dont on parle. Voilà, prenez ça comme variable aussi. Il n'y a pas que l'objectif d'impact dans l'équation. Si, comme dans les avions et le masque à gaz que tu dois mettre en premier avant de le mettre à tes enfants, faites gaffe quand même à vous-même avant de... C'est parce que si vous tombez, il n'y aura plus d'impact du tout. Pour toi, ça veut dire quoi, avoir de l'impact? Pour moi, avoir de l'impact... Enfin, je vais reformuler ta question, et là, en étant un peu manipulateur, parce que du coup, je change ta question. Mais c'est un truc intéressant, parce qu'on parle beaucoup j'en parle aussi de quête de sens. Mm-hmm. Et on me demande souvent, la quête de sens, ça veut rien dire, ou ça veut tout dire, etc. Et alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends comme synonyme de quête de sens l'impact positif. Donc, pour répondre à ta question, pour moi... Ce que l'on appelle quête de sens et avoir un sens dans sa vie, etc., c'est l'impact positif. Un boulot qui te fait sentir que tu laisses, quand tu pars, quelque chose de positif à la communauté, en dehors des quatre murs de l'enceinte de l'organisation. Hein. On parle bien au-delà de... Parce que c'est David Graeber qui, dans son livre Bullshit Jobs, disait que la définition même des bullshit jobs, des jobs à la con, c'est un job qui a un impact, mais uniquement à l'intérieur de la boîte. Donc, tu es un maillon de l'engrenage, mais en fait, à l'extérieur de la boîte, dans la communauté, sur le vivant, sur ton pays, sur ta ville, tu n'apportes rien. Et ça, c'est terriblement... drainant au niveau d'énergie existentiellement, c'est quelque chose que l'on ne se rend pas compte à quel point c'est terriblement drainant pour tous les êtres humains, en fait, se dire je suis en train d'investir 8 heures par jour dans un job qui n'a aucun impact autour de moi, je pourrais ne pas le faire, je pourrais mourir demain et personne ne verrait la différence, c'est vraiment terrible. Donc pour moi l'impact c'est crucial. Et c'est au cœur de la quête de sens. C'est de vraiment pouvoir se dire, si je ne suis pas là demain, ou quand je partirai, j'aurai laissé quelque chose de meilleur que si je n'avais pas vécu. C'est quoi ton objectif avec ce nouveau livre? Je pense, déjà, c'est de faire passer un bon moment, parce que c'est pas du tout un livre militant ou un livre de développement personnel déguisé. C'est vraiment un polar, et ça a été d'ailleurs sélectionné au Festival de Cannes cette année pour être présenté au jury pour des potentielles adaptations. Donc c'est vraiment, c'est construit comme une série Netflix, un personnage par chapitre, un roman choral avec des flashbacks, etc. Donc, tout d'abord, c'est vraiment passer un beau moment. Et puis, en effet secondaire, en sortir avec un univers un peu élargi sur notre propre puissance, quoi. Ça veut se dire... on a toujours moyen d'agir, on a toujours la possibilité d'agir et d'avoir un impact autour de nous et de nous associer avec certaines personnes qui vont démultiplier nos potentiels. Et donc, oui, donner envie de passer à l'action, quelque part. Est-ce que tu penses qu'on est plus puissant que ce qu'on pense l'être? Ouais, ça c'est certain. Ouais. Je pense que tout est fait pour qu'on se sente, et de plus en plus, tout est fait pour qu'on se sente insignifiant. J'avais fait un TEDx juste avant le Covid sur la puissance du groupe et qui commençait en disant que la première chose que font tous les régimes dictatoriaux, c'est d'interdire les manifestations. Et on revient à l'importance à mes yeux de ces manifestations. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de nous faire... Enfin, ces personnes-là, les régimes de dictateurs, ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde pense que l'opposition n'existe pas. Tu vois, s'ils restent chez eux, ils ne savent pas compter combien ils sont. Alors que si on descend dans la rue et qu'on voit qu'on est une masse immense, une multitude, comme on l'a vu pour Gaza, comme on l'a vu pour l'écologie, pour
plein de choses. En France, il y a des manifestations immenses, très régulièrement, de plus en plus. On voit qu'il y a vraiment une masse qui enfle et qui se sent, je pense, confortée en ces nombres. On voit qu'on est de plus en plus puissant. Il y a ça, mais en même temps, il y a des images qui sont sorties il n'y a pas longtemps, au moment où on se parle en tout cas, de violences policières très graves j'ai vu, sur des manifestants pacifiques, exactement, où ils disent qu'ils vont les tuer, quoi. Je veux dire, et donc c'est des policiers qui sont censés être là pour notre protection et qui veulent tuer des gens qui sont pacifiques. C'est typiquement ce que je disais, ils veulent décourager ce genre de... Et on n'est pas encore en dictature. Non, on n'est pas en dictature, mais ça montre à quel point c'est important de se montrer et à quel point ça met dans l'embarras et dans l'inconfort les gouvernements et les puissants lorsqu'ils voient une opposition en face qui est massive et pacifique. Donc je trouve que c'est très important. Et donc, on a une puissance comme ça, des nombres par association, mais aussi la puissance de chacun sur sa vie, quoi. Tu vois, on est dans un train-train, on a construit des rails, on nous a appris à l'école que tout était linéaire, qu'on fait carrière, que l'on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et qu'en fait, on peut, en étendant ça, en étant créatif, en regardant ailleurs, etc., on peut complètement décupler les choses que l'on peut faire dans la vie et l'impact qu'on peut avoir, la puissance qu'on peut avoir. Est-ce que tu penses que l'individualisme, c'est un proxy du système pour justement nous empêcher d'agir ou en réduire notre puissance ? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs au cœur de l'ADN néolibéral aujourd'hui. C'est le fait de dire la liberté avant tout, mais c'est une liberté individuelle. Et en tant qu'individu, on va te donner énormément de liberté, mais pour ça, tu dois rester vraiment... tu dois faire de la compétition, donc tu dois être meilleur que les autres, donc tu dois être vraiment réduit à chacun pour soi. Et ça va très très bien faire tourner le système parce que chacun va essayer de travailler à ce maximum de ses capacités, même jusqu'à tomber malade, on le voit aujourd'hui. Et tout en détricotant tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous rend plus humains, tout ce qui nous met en lien, tout ce qui nous rend résilients aussi. Et ça, c'est quelque chose que le système, on le voit bien aujourd'hui, il détricote toutes les aides sociales, toutes les communautés, le fait d'être en lien. Je prends un bête exemple, la caissière qui va être remplacée par des scans qu'on va faire chacun soi-même. Donc je pense que oui, tout à fait. Le système a tout intérêt à nous mettre en compétition les uns aux autres pour qu'on ne réfléchisse pas, pour qu'on soit tout seul et pour qu'on n'ait pas une espèce d'intelligence collective qui va agir pour le bien commun. Parce que le bien commun va contre les élites, contre tous les bénéfices qu'ils en ont tirés jusqu'à présent. C'est marrant parce que en même temps, quand je te pose cette question et quand je t'écoute, je me dis, ça fait un peu... comme si ce système était organisé par des personnes. Il ne l'est pas nécessairement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Je ne suis pas du tout en train de dire il y a un système de grands méchants qui s'organise pour qu'on soit tous individuellement séparés pour réduire notre puissance. C'est plus pervers que ça et plus sournois que ça. Parce qu'il n'y a évidemment pas une grande intelligence qui essaie de nous mettre dans un individualisme. Mais c'est la manière, par contre, dont le système de croyance s'est installé. Moi, c'est marrant que tu en parles parce que dans mes conférences, il y a toujours un moment où je dis cette même phrase-là. Il faut bien comprendre que je ne fais pas l'apologie d'une théorie du complot qui voudrait qu'il y ait une élite qui a mis en place un système pour nous amoindrir, etc. Pas du tout. Et je retrace la genèse du système actuel qui est la révolution industrielle. On a créé des trucs fantastiques lors de la révolution industrielle qui ont été mis en forme par des machines et on a donc globalisé l'utilisation des machines, des usines, etc., qui sont venus combler des manques que l'on avait au niveau matériel. Jusqu'à présent, à l'époque il y a 3 siècles, la révolution industrielle, on crevait de faim, de froid, de chaud, de douleur partout. Et ces machines sont venues un peu comme tomber du ciel et on les a du coup mystifiées. On a une gratitude immense envers ces machines-là. Jusqu'à nous intégrer comme des machines. Il faut faire dormir la machine, il faut nourrir la machine. Je bosse comme une machine. C'est resté, c'est un héritage qui est resté jusqu'à présent.
Et ce que je dis, c'est que, et du coup, voilà, on s'est rendu compte que ces machines-là et ces objets-là, non seulement ils nous donnaient des années de vie, du confort de vie, mais en plus de la joie, parce que on donne un chauffe-eau à quelqu'un qui crève de chaud. Non seulement il a chaud, mais en plus il a de la joie. Il est en gratitude, il est en joie, bien sûr, etc. mais il est dans un mieux-être. Et c'est quelque chose qui est resté pérennisé, cet amalgame entre joie et matière, qui est resté pérennisé jusqu'à présent. Et pour moi, c'est à la racine de ce système capitaliste, individualiste et matériel, qui va prendre en compte uniquement les besoins matériels. Ce que je dis, c'est que en faisant ça, déjà de 1, aujourd'hui, on a oublié que la matière ne nous donne plus de joie. Maintenant, elle ne fait que nous nourrir au niveau matériel, mais elle ne nous donne plus de joie parce qu'on a atteint déjà la limite minimum de ces genres de besoins-là. Donne-moi un chauffe-eau aujourd'hui dans cette pièce qui est déjà hyper bien chauffée, et moi je suis hyper bien habillé, etc. Ça ne va pas me procurer de la joie, ça me procurer de la chaleur, d'accord, mais c'est tout. Un peu de mieux-être, mais pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas de chauffage. Tu t'achètes... Il y a eu une grosse polémique en Belgique récemment parce qu'il y a le Premier ministre qui avait dit ma bagnole, je ne veux pas dire la marque, mais de 100 000 euros et il s'en vantait comme ça. Et ben cette bagnole à 100 000 euros, elle lui a pas procuré de joie, j'en suis sûr. Tu vois, elle lui a procuré un véhicule qui le fait se déplacer d'un point A à un point B. Sans doute, ça a joué sur son ego pendant. C'est ça, pendant quelques jours. Et après une semaine, cette voiture, elle procure rien du tout. Donc, en fait, à partir du moment où tu mets ton ego à l'extérieur de toi, ouais. Ça marche pas très bien. Donc voilà, c'est des besoins qui aujourd'hui on doit remettre au centre les besoins immatériels. Donc les besoins matériels, on a créé ce système-là parce qu'on a mis au centre les besoins matériels, la santé du corps physique, l'accumulation de matière, l'accumulation de richesses, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on est tous hyper malheureux avec ça. Donc on a atteint un niveau de bien vivre et de santé, de confort qui est suffisant, voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, essayons de voir qu'est-ce que l'on a mis de côté pour arriver à ça. Et ce qu'on a mis de côté pour arriver à ça, c'est le lien humain, c'est le lien au vivant, c'est la quête de sens, c'est tout ce que j'appelle les besoins immatériels. Et je postule pour une société qui va vers ça. Est-ce que toi, tu te considères comme un militant ou comme une personne engagée ? C'est pas la même chose, hein, mais... Ouais, je me considère pas comme un militant, je me considère comme une personne engagée, ouais. Ouais, je sais pas comment aller plus loin, mais oui... Non, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est une question simple. C'est plus, peut-être après tu peux me dire en quoi tu te sens engagé ou quoi, mais ou dans quelle direction d'ailleurs. Mais c'est un peu sur... et c'est ça, enfin mon positionnement, il est quand même assez complexe et assez non-binaire, tu vois, parce que quand tu milites, ou par mes actions, par mes écrits, par mes conférences, mes livres, etc., je postule je veux inviter à un changement de système qui est assez global, qui n'est pas du tout original, hein, d'ailleurs. Je pense que tous les militants aujourd'hui, on a ça en commun, c'est de dire on a besoin d'un système qui soit plus humaniste. Le jour où on mettra au centre ces valeurs humanistes et ces valeurs immatérielles, on aura de façon tangentielle résolu tous les différents chapitres de militance actuelle. Si on est humaniste, on est écolo. Si on est humaniste, on est LGBTQ. Si on est humaniste, on est antiraciste. On est anti-extrême droite. Si on est humaniste, voilà. Donc, à partir du moment, donc moi, je me concentre sur le cœur de ça, qui est un engagement sociétal qui n'a pas vraiment de couleur parce qu'il est vraiment assez global et assez tangentiel sur toute une série de militantisme. Ce qui fait que j'ai pas de carte de parti, j'ai pas de carte de militantisme en particulier, mais j'œuvre pour un changement de prisme global. D'après toi, qui devrait lire ton livre ? Alors bien sûr tout le monde dans l'absolu, mais idéalement pour toi, quand t'as écrit ce livre, t'as pensé à qui ? J'ai pensé à toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes, qui se sentent prisonnières d'un certain...
certaine définition de la réussite. Donc c'est vrai que ça parle pas mal de vie en entreprise, mais avec ce côté un peu prenant, polar, fantastique. Enfin, c'est totalement réaliste. Il n'y a personne qui a des super-héros, hein, enfin des super-pouvoirs. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant, de se dire on n'a pas besoin de super-pouvoirs pour agir autour de nous. Et donc, voir ces personnages qui ont des vies banales et puis voir au final que les résultats de leur vie sont assez extraordinaires, je trouve que ça peut donner envie à certaines personnes ou donner un peu d'oxygène à des personnes qui se sentent prisonnières d'un quotidien. Pour libérer sa puissance. Pour leur dire, voilà, vous êtes libre en fait d'agir dans quelques possibilités aussi farfelues, quelques directions soient-elles, à partir du moment où, comme on disait au tout début de cet entretien, à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, que vous avez fait votre business plan ou truc, et peut-être que ça va vous prendre 1, 2 ans, 3 ans à y arriver, mais à partir du moment où il y a cette pugnacité, cette persévérance et cet alignement, je pense que vraiment tout est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui se sentent alignées dans l'accumulation, qui disent, parce qu'il y en a plein, qui se disent, non, mais en fait, moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. En fait, j'ai aussi beaucoup ce discours que j'entends, des gens qui essayent d'accumuler énormément d'argent parce qu'ils se disent, non, mais une fois que j'aurai accumulé de l'argent, le but, c'est d'avoir de l'impact. Ce que je trouve assez contre-intuitif, a priori, mais je trouve ça intéressant aussi, ce discours. Ouais. Moi, c'est vraiment le genre de... En fait, moi, j'essaie pas de convaincre. Donc, les personnes qui sont elles-mêmes convaincues de quelque chose, je sais que je vais avoir très peu d'impact sur elles. Mais à court terme, en tout cas. Mais peut-être que dans X années, elles vont avoir une crise existentielle ou un drame qui va se passer, qui va leur remettre l'église au milieu du village. Oui, ou en tout cas les priorités bouger les priorités et ce jour-là peut-être qu'ils se diront ah ouais, à l'époque j'avais entendu parler d'un gars qui avait parlé de ça et ils reviendront vers moi à ce moment-là ou vers mes livres ou quoi. Mais je pense que mon discours il est intéressant pour les gens qui sont pas encore tout à fait certains, quoi, tu vois, qui doutent ou qui ont commencé à douter ou qui ont peur et qui cherchent, qui sont en recherche. Je trouve ça super intéressant, beaucoup plus intéressant que les gens qui ont des certitudes et qui me disent moi j'ai un plan qui est tout tracé, je vais accumuler autant et puis après très bien, tu vois, si tu as déjà ton plan, moi j'ai rien à dire. En fait, là où c'est vicieux, je trouve, dans ce système aussi, encore une fois, sans théorie complotiste, mais là où c'est vicieux dans ce système, et pour le coup, ça c'est pas organisé exactement, mais quand même un petit peu, c'est que et j'ai fait un épisode là-dessus, donc si les personnes veulent l'écouter, elles peuvent. Aujourd'hui, c'est plus possible d'améliorer sa qualité de vie en travaillant. Donc en fait, il y a une double logique. D'abord, la logique un peu de la reine rouge, c'est-à-dire qu'avec l'accélération du temps dans lequel on vit, c'est-à-dire même pas à la vitesse, mais l'accélération, tu vois, il y a un philosophe allemand, Rosa, qui parle de ça, et qui dit, en fait, t'as l'impression que tu dois courir plus vite que tous les rythmes qui sont en train de s'accélérer et donc du coup tu n'as plus de temps pour rien et donc tu optimises tout et donc tu n'as plus le temps de réfléchir. Donc il y a ça d'un côté et l'autre chose que je voulais dire, je sais plus ce que c'est, tu vois, comme quoi ça me prend aussi de temps en temps, mais en tout cas il y a cette logique de nous empêcher oui, et donc la première c'est l'accélération du temps et la deuxième c'est l'impossibilité de s'enrichir, ce qui fait que ça enferme les gens qui nous écoutent, tout le monde, toi et moi y compris, dans une sorte de passivité, parce qu'en fait, l'air de rien, alors je dis pas qu'il faut survivre, le mot il serait un peu trop fort quand même, mais quand même, il y a ce truc de, pour vivre à Paris par exemple, ou dans une grande ville, qui sont la majorité des gens qui m'écoutent, faut quand même générer des revenus, tu vois, à Paris maintenant, et c'est fou, quand ils pensent, mais si demain je te donne 1 million d'euros, tu peux acheter un appartement de 80 mètres carrés dans Paris, et c'est pas luxueux 80 mètres carrés. Enfin, je veux dire, si t'as des enfants, il y a rien de foufou, quoi. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est très important aujourd'hui d'essayer de changer les règles du système aussi. Il est injuste et il y a pour moi au cœur de tous les problèmes que l'on vit aujourd'hui, il y a l'accumulation de la richesse. L'accumulation de richesse aujourd'hui, c'est donner un pouvoir inouï
à des personnes qui ont aucune valeur, qui ont déjà beaucoup aucune éthique, d'accumulation. aucune morale. Et ça, pour le coup, c'est organisé. On a eu la loi, on a essayé avec la loi Zuckman de oui. casser un tout petit peu. Et ça Et en fait, ça a été refusé. C'est fou. Enfin, moi, je trouve ça. Mais j'aime bien ce discours de Zuckman de se dire, ok, ça a été refusé, mais en fait, il y a 5 ans, on n'en parlait pas du tout. Donc c'est le début. Ah, j'ai pas entendu ça. C'est le début d'un chemin. Aujourd'hui, ils en parlent. Ils en ont parlé. Ça fait 6 mois qu'on en parle. C'est passé à deux reprises. En fait, c'est un début. Voilà, c'est le début d'un changement d'air, je pense. En fait, il y a eu 3 trucs qui sont sortis cette année. La première, c'est en France en tout cas. Alors, je connais pas la Belgique, mais les aides aux entreprises pour 230 milliards sans contrepartie. Donc, on fait absolument pas ce que font les boîtes avec ça. Et c'est très majoritairement des très grosses boîtes qui majoritairement distribuent cet argent à leurs actionnaires. Ouais. Donc, en fait, il y a 230 milliards qui sont payés par les impôts des Français, qui sont reversés à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Et même si vous êtes petit porteur, en fait, cet argent ne va pas vers vous. Hein. Les gens qui touchent cet argent, c'est des gros porteurs. Et du coup, ça casse notre système éducatif, ça casse notre système de santé, etc., etc. Il y a un autre scandale que j'ai vu dernièrement, c'est la non-taxation quasi de l'héritage d'entreprise. Qui est taxé quand c'est dans la famille à 5%, et c'est 100 milliards de pertes pour la France. Donc là, on est encore 100 milliards de plus. Et puis, il y a effectivement le fait que les gens très riches, qui sont à plus de 100 millions, c'est 100 millions. Enfin, je sais même plus, c'est des chiffres qui sont tellement colossaux, qui ne payent quasiment pas d'impôts, ou en tout cas, qui relativement en payent moins que les gens qui bossent vraiment. Et ceux qui en payent le plus étant encore une fois ceux qui gagnent entre 50 et 100 millions. Non, pas 100 millions, mais 500 000 euros par leur travail. C'est-à-dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent par leur travail, qui se sentent complètement compressés par le système, et ils ont raison de se sentir compressés parce que c'est eux qui payent le plus d'impôts, du coup qui vont être contre la taxe Zuckman en disant oh là là, on va arrêter de taxer les riches, sans comprendre que c'est eux qui sont les... C'est ça, c'est eux les dents de la farce. Ouais, et à nouveau, c'est un système qui est designé, qui est vraiment, ça pour le coup, c'est véridique. Oui, ça pour le coup, c'est pas un complot. Il est vraiment étudié pour que les riches aient de plus en plus. C'est ça. Et à la limite, je m'en foutrais que les riches aient de plus en plus riches, tant mieux pour eux, à la limite. Ça les rend pas plus heureux, si c'était pas en train d'appauvrir les autres. Tu vois, et la nature. Donc l'écosystème dans lequel on vit. Parce que la richesse globale, elle ne bouge pas. Donc s'il y en a qui ont de plus en plus de parts de richesse, ça veut dire qu'il y en a qui ont de moins en moins. Et ça, par contre, c'est pas normal. Et donc il y a une grande injustice par rapport à ça qu'il faut renverser. C'est pour ça que je trouve que c'est important de s'indigner, comme le dit Salomé Saké aussi, parce que l'extrême droite, elle va complètement dans ce sens-là. Et puis elle surfe là-dessus, bien sûr. Elle surfe complètement en disant aux petites gens, aux pauvres, aux gens modestes, en disant votez pour moi et ça va aller mieux, alors qu'en fait on sait bien ils ont voté contre la taxe Zuckman entre autres, pour tous ces designs-là qui ne fait pas. Il suffit de voir ces familles d'extrême droite, c'est toujours des familles extrêmement aisées, et on voit bien qu'ils ont accumulé leur richesse en utilisant le système. Donc je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à la politique autant qu'on s'intéresse à l'écologie, autant qu'on s'intéresse à soi-même. Je pense que tout est lié et qu'aujourd'hui on vit un moment extrêmement excitant et riche, même s'il est anxiogène, de voir toutes ces certitudes basculer, et voir des gens comme Mamdani à New York qui renverse le truc complètement parce qu'il a réussi à comprendre ça, mais d'un point de vue humaniste, pas d'un point de vue de la peur, comme le font les extrêmes droites. Et donc on est à un moment où il y a vraiment énormément de basculements et de changements dans la façon que l'on voit et que l'on a de faire société. Je trouve ça très... c'est passionnant. Excitant, ouais. C'est excitant, ça fait peur. Ouais. Mais c'est excitant. Ça me fait peur parce que ça peut basculer dans les deux sens. Hein. Ça peut autant être Mamdani que t'as du Trump en face. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent pour leur donner envie de lire ton livre ? C'est quoi ton argument choc, entre guillemets, s'il y en a un ? Mon argument choc, c'est celui que la plupart des lecteurs me disent, c'est que ça se dévore. Donc c'est vraiment un page-turner. C'est comme une série Netflix. Et qu'en plus, quand tu l'as déposé, tu sens que tes horizons se sont un peu élargis. En tout cas, c'est ça le souhait. En fait, donc le but pour toi, c'est ce que tu disais, libérer la puissance. Ouais. Montrer que c'est possible. Même si toi, dans le livre, tu pars sur des
idées qui sont un peu lointaines parce qu'il n'y a pas de cercle des héros Non, malheureusement. anonymes. Il y a pas, et l'idée, c'est pas non plus de renverser des multinationales nécessairement. Ouais. Même si il y a des gens comme Frances Haugen ou d'autres whistleblowers qui, elle a pas renversé Meta, Frances Haugen, mais elle a quand même mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Il y a quand même des whistleblowers qui ont des impacts assez importants. Et il y a des multinationales qui mériteraient d'être zigouillées, mais Oui. je trouve que c'est encore aujourd'hui une minorité, tu vois. Mais par exemple, dans le bouquin, et c'était un peu prémonitoire, je parle des entreprises de fast fashion, tu vois. Oui. Là, pour le coup, des enfants du Bangladesh qui bossent dans le cambouis pour que tu puisses acheter ton truc dans une marque que l'on ne nommera pas ici à Paris pour 2 euros. Je trouve ça mériterait le coup de construire un cercle clandestin qui zigouillerait la structure légale, en tout cas, qui mettrait à jour leur... Et ça me fait penser à une interview que j'ai faite avec Nicolas Framont, ouais. Où on parle de ce jeune qui a tué à New York, c'est le CEO de cette boîte d'assurance et qui est devenu une sorte d'icône. Voilà, Luigi Manglione, c'est ça, si je me trompe pas. Qui est devenu une sorte d'icône. Et c'est fou de se dire quelqu'un qui devient un assassin devient une icône. C'est intéressant en fait, c'est ce que ça dit sur la société. Et l'idée c'est pas de donner envie d'aller tuer qui que ce soit, évidemment, surtout pas. Non. Mais en tout cas, on est dans ce monde-là quand même. On est dans les extrêmes en fait. On est arrivé. Le capitalisme est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il savait faire. Il nous a amené d'un endroit de l'histoire où on mourait à 38 ans et on voit ce que c'est aujourd'hui, donc très bien. Et là, il est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire par rapport à ça. Avec tous ses travers. et il est arrivé au maximum aussi de ses travers. Et donc, ça arrive aussi au maximum de ce que les gens ressentent en termes d'impuissance, mais aussi en termes de colère. Vraiment, on est à un moment où on est au maximum de tous les curseurs. Et on doit choisir vers où on va. Qu'est-ce que l'on fait de toute cette énergie-là, de cette énergie de colère, d'impuissance, de frustration et même d'espoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Les jeunes, quand je vois les jeunes aujourd'hui, comment ils réfléchissent, l'intelligence collective, etc. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie ? Et je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'il y a un scénario, il y a un de ces univers parallèles qui sont face à nous, qui sera celui des mamdani partout, des humanismes partout, des trucs où la richesse elle est plus ou moins répartie, où l'école fonctionne mieux, les services publics fonctionnent mieux, les transports en commun fonctionnent mieux. Je trouve que c'est possible. En tout cas, tu me parlais d'impact tout à l'heure. Ça, c'est là où moi je mets toute mon énergie pour avoir un impact par rapport à ça. Parfait. Merci beaucoup, Pedro. Merci à toi, Greg. Le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je t'en ai pas parlé avant, mais tu as l'habitude que c'est déjà venu sur le podcast. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, on en a parlé, mais le plus grand danger pour moi, c'est l'extrême droite. Donc, c'est à ça que j'aimerais claquer la porte. Et donc, big up à toutes ces personnes qui aujourd'hui font une pédagogie de l'extrême droite pour pas nous laisser berner par leurs sirènes. Qui sont totalement fausses et manipulatrices. On en a parlé, elles vont jamais rien faire pour nous. On le voit avec Trump, d'ailleurs, c'est un très très bon exemple. Si jamais un jour vous êtes tenté de voter extrême droite, allez voir aux États-Unis comment ça se passe aujourd'hui et surtout voir les conséquences de ce que ça fait, parce qu'en fait, tu pourrais voir la surface de la police ICE qui enlève des gens, etc. Et te dire, admettons, pourquoi pas, je veux dire, super, au moins ces gens qui étaient illégaux, ils sont dégagés. Tu vois, bon, c'est pas du tout ce que je pense, hein, mais on peut imaginer qu'il y a des gens qui pensent de cette manière, évidemment. Et on voit quand même en fait, ça n'a aucun impact économique pour les gens pauvres. Aucun impact positif, c'est sûr. Tu as plein de petits business qui doivent fermer parce qu'ils n'ont plus de main-d'œuvre. Il y a plein de familles qui sont en dépression parce qu'on leur a enlevé un père, une mère. C'est horrible. Et ça n'a aucune rationalité. C'est vraiment purement idéologique et c'est de la pure cruauté. Donc c'est très intéressant de le voir à l'œuvre, aujourd'hui aux États-Unis. Enfin, je dis aux États-Unis, en Russie c'est pareil, c'est juste qu'aux États-Unis on les connaît, on a un boulevard d'informations sur eux, donc on peut tout voir et c'est très intéressant. Donc ouvrir ça, fermer, faire Vlan à l'extrême droite et ouvrir à tout ce qui est immatériel, à vraiment immatériel,
tu l'as compris, je suis ingénieur à la base, donc il n'y a rien de très perché par rapport à ça. C'est vraiment le lien, la communauté, faire masse, se retrouver entre nous, mais se retrouver soi-même aussi, lever le pied, prendre le temps, respecter le vivant, respecter son voisin, sa voisine, voilà, tous les valeurs humanistes. Parfait. Merci beaucoup, Et avec Pedro. ça, on aura tout gagné. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Pedro. Merci Greg. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.